tous, merci de vous être inscrits pour cette conférence avec un intitulé qui est assez d'actualité au niveau du secteur associatif français ces derniers temps, puisque nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à l'aborder. Récemment, l'IFRI a abordé le thème de la défense spatiale européenne, de la politique spatiale européenne, la NAGE. Donc beaucoup d'institutions commencent vraiment à placer ce sujet au cœur de leurs travaux. Les ambassadeurs de la jeunesse ont décidé de se positionner aussi en la matière via la commission sécurité-défense qui est dirigée par Alexis. C'est un enjeu, vous le verrez, on aura l'occasion de beaucoup en parler. Pour introduire rapidement sur un contexte, ces derniers jours, la défense européenne de manière générale a été au cœur de l'actualité du fait de la déclaration du président de la République français, M. Emmanuel Macron, suivi par la chancelière allemande Angela Merkel, sur le concept d'armée européenne. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'armée européenne, c'est un concept flou, utopique, qui, en tout cas, les ambassadeurs de la jeunesse ont toujours été très réticents sur ce sujet. On avait déjà travaillé avec M. Danjean sur ce concept d'Europe de la défense et d'armée européenne que l'on a beaucoup critiqué. Aujourd'hui, on va toujours parler d'Europe, de politique spatiale européenne, et je vais laisser, sans plus tarder, puisque vous n'êtes pas venu m'écouter, je vais laisser parler Alexis, qui va un petit peu introduire le contexte de manière beaucoup plus précise, et je tiens à remercier Mary-Hélène Laballe qui a accepté notre invitation et que Alexis va également présenter. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Oui, alors moi aussi je voudrais remercier notre intervenante. Mary-Hélène Laballe est historienne en histoire militaire, études de défense et politique de sécurité. Actuellement, elle travaille au Parlement européen, sur les thématiques de politique spatiale. Elle va aujourd'hui donner son point de vue sur la politique spatiale européenne. Alors, la politique spatiale européenne se définit autour des programmes élaborés, financés et mis en œuvre par ce qu'on appelle un triangle d'acteurs. Donc l'Agence spatiale européenne, European Space Agency, ESA, l'Union européenne et les États membres. Créée en 1975, l'European Space Agency est une agence spatiale intergouvernementale qui représente le lieu de coordination entre ces 22 États membres de l'agence. Les programmes qui sont développés sont multiples, allant du développement des lanceurs à la recherche scientifique. L'Union européenne a, elle, progressivement développé une stratégie spatiale coopérant dans un premier temps avec l'ESA, lui confiant notamment le volet espace de ses projets. Ensuite, le traité de Lisbonne a consacré l'espace comme une compétence partagée entre l'Union européenne et ses États membres. Actuellement, l'Union européenne, et depuis longtemps, impulse une dynamique politique dans la coopération spatiale européenne, et notamment avec le système de positionnement par satellite Galileo. Enfin, les États membres restent un acteur essentiel dans la coopération européenne, puisqu'ils financent les programmes et mettent à leur service leurs infrastructures nationales. La politique spatiale européenne permet la mise en commun des moyens et des infrastructures dans ce secteur capital, afin de relever les défis de l'autonomie stratégique de l'Europe et de la compétitivité de l'industrie dans le domaine spatial. Le triangle spatial essaye aussi de répondre aux défis et aux problématiques posées par le New Space, c'est-à-dire les entreprises privées qui souhaitent acquérir un rôle dans le secteur. Au sein de cette conférence, nous avons essayé de répondre à plusieurs questions, notamment quelle stratégie spatiale pour l'Europe, quels outils pour répondre aux problématiques et aux défis que recèle le New Space. Et je vais maintenant laisser la parole à notre intervenante pour répondre. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci Alexis et merci Alexandre. Merci à vous d'être venu et d'avoir pris le temps sur votre après-midi pour m'écouter. Je remercie encore les ambassadeurs de la jeunesse pour cette invitation, puisque ça m'a fait plaisir de sortir un peu de ma bulle bruxelloise pour venir à Paris. En plus, il fait très beau aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Et pour parler effectivement de cette thématique, comme l'ont rappelé précédemment Alexis et Alexandre, très importante et qui, contre toute attente,
est une thématique qui intéresse de plus en plus les médias, le citoyen lambda et de plus en plus des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, et donc une thématique qui prend une dimension considérable et intéressante, notamment pour l'avenir, puisqu'on a beaucoup d'enjeux effectivement qui entrent dans la problématique des politiques spatiales au niveau européen, et pas que, parce que maintenant ça devient, et je l'expliquerai de façon un peu plus approfondie dans mes propos, un enjeu mondial. Alors comme le disait Alexis, effectivement, donc, au Parlement européen, donc, je travaille principalement sur ces questions-là, sur les politiques spatiales européennes. Donc nous, au Parlement européen, on est plus sur le volet, on va dire, je l'expliquerai après, tout ce qui concerne le segment aval, c'est-à-dire qu'on met en place tout ce qui est conçu en amont. Ça, je vous l'expliquerai donc par l'Agence spatiale européenne. Et donc, on est plus sur les thématiques, effectivement, donc tout ce qui relève du législatif et bien évidemment de tout ce qui concerne les questions budgétaires, puisque aujourd'hui, au vu de l'enjeu de la proportion que prend la thématique spatiale, s'il n'y a pas de budget suffisant mis sur la table pour pouvoir être compétitif, je parle de l'Union européenne par rapport à des géants comme les États-Unis, la Russie, la Chine et maintenant l'Inde, qui aujourd'hui est capable, il l'a montré encore très récemment, d'envoyer en un seul lancement 100 satellites, chose que n'est absolument pas capable de faire à l'heure actuelle l'Union européenne, donc, qui montre encore le retard qu'on a à rattraper dans le secteur. Et donc, c'est vrai que la question budgétaire reste le nerf de la guerre pour l'Union européenne, parce que en dépit du fait que l'on soit 27 États membres, on n'est pas capable d'avoir un budget qui puisse rivaliser par rapport à celui des Américains. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 5,2 milliards d'euros sur la table concernant la politique spatiale, alors que la NASA, aux États-Unis, c'est un budget de 19,5 milliards de dollars. Donc on n'est absolument pas sur les mêmes terrains de jeu. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, juste pour commencer mes propos, un petit rappel historique, même si cela a été fait par Alexis au tout début. Il faut savoir que dans les années 50, la problématique spatiale n'intéressait pratiquement personne. Je parle au niveau politique, au niveau européen. Vous aviez quelques États, comme la France, l'Italie ou le Royaume-Uni, qui investissaient quelques budgets qui soient consacrés à quelques projets spatiaux, mais globalement, il n'y avait pas une action, comme c'est le cas à l'heure actuelle, au niveau européen, pour pouvoir véritablement mettre en place une politique spatiale qui soit suffisamment compétitive. Donc, la politique spatiale dans les années 50 relevait uniquement du domaine national. Ce sont les États nationaux qui décidaient ou non d'investir ou non dans des projets scientifiques ou en lien avec l'exploration spatiale. Et puis, vous avez le tournant historique, comme l'a dit Alexis dans ses propos introductifs. En 1975, l'Europe décide de créer l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et l'Agence spatiale européenne est une institution donc intergouvernementale qui a une action décisive dans la mise en place, dans l'application de la politique spatiale au niveau européen. Je veux dire, aujourd'hui, si on n'a pas l'ESA, on serait incapable au niveau de l'Union européenne de pouvoir mettre en œuvre des projets en lien avec ce domaine. Donc l'ESA, vous avez, au sein de l'ESA, vous avez ce qu'on appelle un conseil des États membres. Donc c'est le conseil des États membres qui définit les projets à mettre en œuvre dans chaque pays de l'Union européenne. Vous avez un directeur qui est élu pour 4 ans, donc à l'heure actuelle c'est un Allemand, M. Warner, l'objectif de l'ESA, c'est d'agir en amont. Donc dans le domaine spatial, alors je ne sais pas trop si je m'adresse à un public qui est déjà au fait de ces questions ou pas du tout, mais je vais essayer de faire très simple. Dans le domaine spatial, dans le jargon qu'on utilise, vous avez des segments. Donc vous en avez 4. Donc on a ce qu'on appelle le segment spatial, donc ce sont tous les éléments qui sont dans l'espace, c'est-à-dire les satellites, les rovers, les robots, les sondes qui sont actuellement en orbite.
Après, vous avez ce qu'on appelle le segment au sol. Donc c'est tout ce qui concerne les sites de lancement. Donc le plus connu, c'est celui qui est à Kourou. C'est de là-bas en Guyane où on lance les fusées Ariane et Soyouz. Vous avez ensuite tout ce qui concerne les sites de contrôle d'émissions et tout ce qui concerne les centres de réception et de transmission. Donc ça, c'est ce que regroupe le segment au sol. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le segment aval. Donc le segment aval est constitué principalement des États membres qui ont donc pour objectif et vocation à mettre en œuvre tous les services. C'est-à-dire une fois qu'on a lancé les fusées et mis en orbite les satellites, eh bien, par exemple, dans le cadre du projet Galileo sur lequel je reviendrai plus tard, aujourd'hui, depuis la mise en service du système Galileo en 2011, vous avez vos téléphones, GPS, etc., qui sont maintenant uniquement utilisés via les satellites européens. C'est-à-dire que depuis 2017, on ne dépend plus des Américains. On a un GPS européen qui s'inscrit dans le cadre du programme Galileo. Et toutes ces données, parce qu'il y en a des centaines de millions de données, eh bien, toutes ces données doivent être gérées et traitées au niveau des États membres. Et donc c'est là que le segment aval prend aussi une importance considérable. Parce que toutes les applications des services et des données, etc., doivent être traitées et faire en sorte à ce que nous, les citoyens, puissions utiliser ces données qui sont transmises via les satellites dans le cadre de ce programme Galileo. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le segment aval. Et le segment décisif, donc là j'y reviens, c'est donc le segment amont. Et c'est dans le cadre de ces segments qu'agit l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Et donc ce segment amont, il est très important. Pourquoi ? Pour trois choses. Parce que c'est à l'ESA de définir d'abord tout ce qui concerne les programmes de développement, de renforcement des lanceurs européens. Donc à l'heure actuelle, on en a deux. Donc c'est les fameux Ariane et les Soyouz. Et entre aussi en parallèle ce qu'on appelle les lanceurs Vega, mais là qui appartient plus à l'Italie. Et donc pour l'instant, donc on en est concernant les Ariane, donc on est à l'Ariane 5, qui d'ailleurs a mis en orbite la semaine dernière un satellite, le satellite Cephosat, qui est un satellite européen qui a pour vocation de traiter les données dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et le prochain lancement, et d'ailleurs le dernier pour l'année 2018 d'Ariane 5, est prévu au mois de décembre et qui mettra en orbite le fameux satellite METOP-C qui aura vocation à étudier les océans, toujours dans le cadre du réchauffement climatique. Et ce que l'Union européenne prévoit, et c'est ce qui a été décidé conjointement entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne, c'est eh bien, de lancer la future Ariane 6, donc qui est déjà en cours d'élaboration. Le futur site de construction d'Ariane 6 est d'ailleurs en Île-de-France, sur le site à Les Mureaux, qui doit normalement s'achever, si tout va bien, fin 2019. Et donc, si tout va bien, si on reste dans les clous en termes de calendrier, le prochain lancement, le premier lancement d'Ariane 6 aura lieu en juillet 2020. Donc, ce sera le lancement qui va inaugurer effectivement le nouveau lanceur européen Ariane 6. Et en parallèle, on a déjà commencé en Europe à anticiper l'après Ariane 6 avec le futur lanceur Ariane Next qui devra remplacer à terme le lanceur Ariane 6. Et est aussi en cours d'élaboration le lanceur qui remplacera l'actuel lanceur Vega, donc le prochain s'appellera Vega C. Et par contre, on continuera à maintenir le Soyouz qui nous permettra d'avoir des coopérations, notamment avec la Russie et d'autres pays venant d'Afrique ou du Moyen-Orient. Donc tout ça pour vous dire que le segment amont est, dans le cadre de la politique spatiale au niveau européen, extrêmement important. On ne peut pas se passer de cela. Donc comme je le disais, à l'heure actuelle, l'Union contribue au budget de l'ESA à hauteur de 71%.
donc ce qui représente un budget de 5,2 milliards d'euros par an. Ensuite, vous avez 25% qui est apporté en supplément pour combler ce budget de l'Agence spatiale européenne. Les plus gros pays contributeurs au niveau européen, donc vous avez en premier lieu l'Allemagne qui contribue à hauteur de 873 millions d'euros par an. Ensuite vient la France qui contribue à hauteur de 845 millions d'euros par an. Et ensuite viennent des pays comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne et fut un temps le Royaume-Uni qui maintenant, dans le cadre du Brexit, a déjà annoncé via Theresa May la mise en place d'une politique spatiale britannique. Donc il y aura encore des coopérations avec le reste de l'Union européenne, mais très concrètement, et moi je pense que ça va dans la logique des choses, on ne pouvait pas continuer à intégrer un pays qui a décidé de quitter l'Union européenne et qui pouvait profiter de toutes nos infrastructures, de tous nos systèmes à l'heure actuelle. Donc, qu'il y ait des coopérations, certes, mais à un moment donné, il fallait clarifier la situation et faire en sorte à ce que les choses soient claires. Donc maintenant, c'est clair, il y aura une politique spatiale britannique qui continuera à coopérer dans le cadre d'une politique spatiale au niveau européen. Donc voilà, c'est pour ce qui concerne effectivement la façon dont est à peu près réparties les missions et les rôles de chacun. Donc, Alexis l'a dit dans ses propos, ce qui caractérise l'Union européenne, c'est qu'effectivement, on fonctionne en triangle. Donc, vous avez l'Agence spatiale européenne qui fonctionne avec les États membres et avec la Commission. Mais ce triangle permet effectivement d'avoir une certaine flexibilité en termes de gouvernance, même s'il y a des choses à améliorer, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais une chose est sûre, ce triangle collabore à l'heure actuelle avec d'autres éléments, d'autres acteurs décisifs dans le cadre de la définition de la politique spatiale européenne, comme par exemple les industriels, qui sont aussi importants dans l'apport notamment des ressources financières, mais aussi dans le cadre de l'élaboration des futures missions, que ce soit des missions scientifiques ou d'exploration spatiale. Donc vous avez les plus gros industriels les plus connus avec qui on travaille régulièrement, donc comme Airbus, Safran, Thales, les groupes Ariane Space, Ariane Group, qui nous permettent aujourd'hui, qui permet en tout cas à l'Union européenne de pouvoir rester dans la course à l'échelle mondiale et notamment de pouvoir continuer à être compétitif, parce que la concurrence est très rude et donc il faut tenir le choc, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis vous avez en parallèle des agences nationales, comme par exemple le MESTAT, qui est l'organisation pour tout ce qui concerne les données météorologiques, avec qui on travaille beaucoup, et c'est la raison pour laquelle les 3 derniers satellites de l'Union européenne sont des satellites liés au climat. Donc il y a eu Aeolus au mois d'août, qui a été lancé par Ariane 5, donc je l'ai dit, c'est FOSSAT, et en décembre, le satellite METOP-C. Donc voilà, donc on est amené à élargir au maximum notre champ d'activité et notamment notre champ à pouvoir agir dans des domaines bien précis. C'est la raison pour laquelle, dans les années 80, on a assisté à un deuxième tournant en Europe où l'Union européenne, au vu des enjeux importants qui se sont aujourd'hui posés à nous, d'élargir notre champ d'application. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les politiques spatiales européennes qui n'interviennent pas uniquement dans le cadre de missions liées, on va dire, aux questions, par exemple, je ne sais pas, scientifiques ou juste aux questions relevant de tout ce qui peut être comment dirais-je, de l'exploration, des tests sur des astéroïdes ou des comètes, etc. On a voulu élargir notre champ d'application en intervenant maintenant dans des domaines où on ne s'y attendait pas, comme l'agriculture, où vous avez aujourd'hui de plus en plus d'agriculteurs qui utilisent les satellites dans le cadre du programme Copernicus,
qui est un programme d'observation de la terre et qui permet justement aux agriculteurs de mieux traiter, de mieux gérer leurs parcelles agricoles, de pouvoir anticiper les problématiques de réchauffement climatique, d'être amené à utiliser moins de pesticides, etc. Donc aujourd'hui, le satellite est en train de révolutionner l'agriculture et de tendre vers un changement de modèle agricole où, à terme, on l'espère en tout cas, on pourrait proposer au public européen une agriculture saine, biologique et sans pesticides. Donc ça, c'est aussi l'un des objectifs de l'Union européenne, de tendre vers ce modèle agricole à venir. Et puis vous avez aujourd'hui les domaines de la pêche, parce qu'il y a effectivement cette problématique de la surpêche, que n'est d'ailleurs pas que au sein de l'Union européenne et partout dans le monde. Donc on est amené, grâce aux satellites, toujours dans le cadre du programme Copernicus, de faire en sorte à mieux gérer le renouvellement des ressources halieutiques. Aujourd'hui, la politique spatiale intervient dans le domaine notamment de la Terre, de l'atmosphère, et aussi dans le domaine des politiques de défense et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'armée, on parle de plus en plus de champs de bataille 3.0 connectés, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des applications qui permettent à nos armées, à nos soldats, dans le cadre par exemple des combats aéroportés avec les hélicoptères, les avions de combat, les avions de chasse, qui sont tous connectés via les satellites dans le cadre de ce qu'on appelle le programme GOSATCOM, qui est un programme qui a été créé par la Commission européenne en 2011 et qui a pour vocation de permettre de mieux moderniser les politiques de défense et de sécurité au niveau européen, et qui permet justement à nos soldats et à nos états-majors des armées d'anticiper des problématiques liées à l'évolution des nouvelles technologies, où les Américains ou les Russes ou les Chinois ont un temps d'avance par rapport à nous, et donc de rattraper ce retard et de faire en sorte à ce que nos technologies, nos équipements militaires soient mieux adaptés aux nouveaux types de combats que, je l'ai dit, qu'on appelle aujourd'hui les champs de bataille 3.0. Donc en espace de quelques années, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, on voit à quel point la politique spatiale au niveau européen a élargi son champ d'application et fait en sorte à ce qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui soient directement touchés, concernés par ces politiques, assez, même totalement innovantes. Et le dernier tournant viendra dans les années 2000, en tout début des années 2000, en 2003, avec la première proposition de loi émise par la Commission européenne, donc ce qu'on appelle, nous, au niveau européen, une stratégie spatiale pour l'Union européenne. La première a donc été proposée en 2003, et la dernière qui a été adoptée, et donc adaptée aussi à l'évolution du contexte mondial, a été adoptée au Parlement européen en juillet 2016. Et donc cette stratégie spatiale européenne va permettre trois choses. D'abord, de mieux anticiper les questions de navigation par satellite, les questions ensuite de télécommunication, et enfin, de faire en sorte à ce que les politiques spatiales européennes puissent aussi permettre à nos chercheurs, à nos scientifiques, de rattraper tout le retard qu'on avait, notamment par rapport aux Américains, dans des missions qui nous permettraient de mieux comprendre notre univers, notre galaxie, et mieux comprendre ce qui nous entoure à l'heure actuelle. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez deux projets phares de l'Union européenne qui ont été lancés pour rattraper ce retard. Donc la plus connue est celle lancée avec la mission Rosetta Philae. Je suppose que vous avez sûrement dû en entendre parler, qui est allée se poser pour la première fois sur une comète, et donc on avait pu récolter via des instruments lidar révolutionnaires des échantillons sur ces comètes-là, qui sont à l'heure actuelle
analysés par nos scientifiques et nos chercheurs et qui nous permettent justement d'avoir de nouvelles informations sur ce qui nous entoure dans notre univers. La dernière qui a été lancée, c'est cette année, qui est la mission, alors qui est une mission pour le coup franco-japonaise, mais qui reste quand même, qui s'inscrit dans le cadre européen, qui est la mission Hayabusa 2, qui a donc lancé sur un astéroïde qui s'appelle l'astéroïde Ryugu, deux petits robots. Donc le premier qui a été déposé avec succès, qui est Minerva 2, et le deuxième qui a été conçu par la France, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui s'appelle MASCO, et donc qui, en une journée, s'est posé sur ce petit astéroïde Ryugu et qui a permis justement de récolter un certain nombre de données qui sont donc à l'heure actuelle en cours d'analyse. Et donc toutes ces missions qui aussi ont réussi à prendre une importance et une visibilité en termes médiatiques, et là je pense qu'on doit beaucoup à l'astronaute français Thomas Pesquet, qui a vachement bien géré sa communication et fait en sorte d'intéresser le grand public sur toutes les missions scientifiques qu'il a pu faire pendant 1 an dans le cadre de la mission Proxima, et qui nous a beaucoup aidé, qui a beaucoup aidé le secteur spatial, parce qu'effectivement, jusque-là, c'est vrai que quand on parle d'espace, de fusées, etc., ça peut paraître un peu barbare ou complexe à comprendre, etc. Et la force qu'a eu justement Thomas Pesquet, c'est de vulgariser au maximum via les réseaux sociaux, notamment Twitter, où voilà, le mec il prenait une photo et puis bim, il commentait, et ça faisait un carton considérable. Et quand vous voyez les gens qui relayaient ces photos-là, ce sont des citoyens lambda qui sont à la base pas du tout au fait des questions spatiales, astronomiques, etc. Donc c'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui on assiste aussi à une prise de conscience de ce que peut nous apporter le domaine spatial. C'est très intéressant. Et ça s'accélère de façon aussi considérable. Donc c'est la raison pour laquelle l'Union européenne doit rester dans la course et faire en sorte à ce qu'on puisse avoir les moyens suffisants pour pouvoir justement rester dans la course. Donc j'ai parlé des missions scientifiques qui sont tout aussi importantes pour l'Union européenne. Juste pour revenir sur les 2 grands projets phares de l'Union européenne, donc je l'ai dit, le projet Galileo, qui est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la navigation par satellite. Pour revenir là-dessus, parce que c'est tout aussi important, parce que c'est aussi ce qui conditionne l'avenir de la politique spatiale au niveau européen, c'est-à-dire que si l'Europe veut rester dans la course au développement spatial, il nous faut garder un accès indépendant dans l'espace. Donc c'est la raison pour laquelle on a tout misé sur le programme Galileo, parce que c'était le symbole d'indépendance de l'Union européenne vis-à-vis des Américains. Parce que pendant des années, on dépendait des Américains dans le cadre du GPS, par exemple, et il fallait à un moment donné que l'Europe se démarque des États-Unis et puisse véritablement prendre en main son avenir dans le domaine spatial. Et donc ce projet Galileo, qui est très important, qui a été lancé, donc je l'ai dit, en 2011. Donc Galileo, c'est pas que les télécommunications, c'est, je l'ai dit, c'est la défense, c'est la sécurité, c'est tout ce qui concerne les infrastructures liées au transport, etc. Et donc Galileo, l'objectif, c'est de mettre à terme, donc la date butoir c'est 2020, une constellation de satellites. Donc il y en a 30 en tout. Dans les 30, vous en avez 24 qui seront en fonctionnement, dont 6 de rechange, au cas où dans les 24, il y en a un des satellites qui tomberait en panne. Et la capacité, l'objectif, c'est d'arriver à une capacité opérationnelle totale d'ici 2019 et achèvement du programme en 2020. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, le dernier lancement de Galileo a eu lieu, donc c'était en juin 2018, donc il y en a d'autres qui sont prévus jusqu'en 2020. Et ce projet est très important, je l'ai dit, parce qu'il conditionnera la position de l'Union européenne en termes d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Russie. Le deuxième projet phare de l'Union européenne, c'est Copernicus, qui est très important, donc qui est un projet d'observation de la Terre. Et ce projet
est aussi particulier parce qu'il permet justement de prendre la mesure et les conséquences, notamment dans le cadre du réchauffement climatique. Donc, dans le cadre du projet Galileo, vous avez ce qu'on appelle des satellites sentinelles. Donc l'objectif, c'est que, alors, à l'heure actuelle, vous en avez 5 types de sentinelles. Donc en Europe, donc on dit, vous lancez le premier sentinelle, donc c'est le satellite sentinelle 1A, et on lance ensuite un jumeau. Donc ça fera, c'est-à-dire que vous allez avoir en orbite 2 satellites qui vont fonctionner de façon complémentaire à chaque fois. Donc vous avez par exemple le satellite sentinelle 1A et le satellite sentinelle 1B. Et après, ça se suit jusqu'au numéro 5. Donc vous avez 2A, 2B, 3A, 3B. Et là, le prochain objectif, donc c'est prévu pour 2019, c'est de lancer le futur sentinelle 5P qui va être très important parce qu'il a été conçu avec des instruments révolutionnaires qui nous permettra de mesurer avec beaucoup plus de précision au niveau européen les océans, les vents, la façon dont les terres sont en train de se mouver à l'heure actuelle. Donc c'est un projet sur lequel l'Union européenne mise beaucoup parce qu'effectivement aujourd'hui on parle beaucoup des inquiétudes autour du climat et donc l'Europe souhaite rester dans la course dans ce cadre. Donc là-dessus aussi c'est un élément à prendre en considération et qu'on ne peut pas effectivement mettre de côté. Et tout ça, donc je l'ai dit, ça demande de l'argent. Et la question de la gouvernance, après la question de l'indépendance, est très importante. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle aujourd'hui de New Space, qui est un terme qui peut effectivement faire rêver ou nous permettre de penser, d'élaborer des projets tout aussi innovants et inattendus, mais le problème de l'Union européenne dans le cadre du New Space, c'est que on n'est pas encore prêt à ce type de chamboulement dans le domaine spatial. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si on prend par exemple la société qui est la plus emblématique dans le cadre du New Space, qui est SpaceX, je pense que vous avez sûrement dû en entendre parler avec son milliardaire, qui investit sans compter des milliards de dollars. C'est vrai que cette thématique du New Space est vraiment, on va dire, incarnée par la société américaine SpaceX, qui est une société privée qui est capable de supplanter une entreprise publique comme la NASA. Alors que la NASA, c'est quand même le truc emblématique quand on parle de politique spatiale au niveau mondial. Et donc, ce milliardaire a réussi à révolutionner à lui tout seul et en l'espace de quelques années la problématique spatiale parce que c'est le gars qui a effectivement inventé ce qu'on appelle les fusées réutilisables. Donc, c'est-à-dire que vous avez à l'heure actuelle une fusée, d'ailleurs le dernier lancement de SpaceX via ce qu'il appelle les Falcon 9, qui sont les équivalents des Ariane en Europe et des Soyuz et Vega. Donc la fusée qui est sur son site de lancement va décoller avec à son bord un satellite qui mettra en propulsion le satellite pour qu'il aille se mettre sur son orbite géostationnaire. Et puis cette fusée reviendra sur Terre, et ça en 1 heure, en tout, avec un atterrissage vertical. Et quand vous regardez la fusée, effectivement, elle est intacte. Ça coûte très cher. Très très cher, parce que ce qu'on voit nous à la télé ou sur le web en live, cette fusée qui a réussi à décoller, à mettre en orbite un satellite et puis à retourner sur Terre, c'est pas le premier essai. C'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres qui n'ont pas été médiatisés et qui ont échoué. Parce qu'il y a aussi, il faut prendre en considération les échecs que l'on peut avoir. Par exemple, l'Union européenne a connu un échec très important qui nous a coûté très cher, dont l'objectif était effectivement de permettre à l'Europe de faire son premier atterrissage sur Mars.
Et malheureusement, avec le fameux robot Schiaparelli, qui malheureusement, à la dernière minute, mais vraiment à la dernière minute, il était à quelques centimètres de pouvoir se poser sur Mars, le parachute ne s'est pas déployé correctement et le petit robot s'est écrasé sur Mars. Donc, ça a été l'échec le plus emblématique de l'Union européenne. Mais je vous rassure, on a réussi à surmonter cet échec, hein, parce que ça avait eu beaucoup de conséquences, notamment sur le moral des troupes. On a le 26 novembre 2018, là, prochain, dans quelques semaines, un projet qui s'appelle le projet InSight et qui est en coopération avec la NASA et qui a donc vocation de lâcher un petit robot, à peu près du même style que Schiaparelli, avec même fonctionnement BIM, propulsion via le satellite, déclenchement du parachute pour atterrir sur Mars, et dont l'objectif sera de creuser dans les profondeurs de Mars, et d'analyser sa composition. Donc ça, c'est le projet InSight qui sera lancé le 26 novembre et sur lequel aussi l'Union européenne mise beaucoup. Et à l'instar du projet Schiaparelli, qui était un projet uniquement européen, eh bien, cette fois-ci, l'Europe a fait appel à l'expertise des Américains via la NASA pour pouvoir mener à terme ce projet qui nous tient à cœur. Mais voilà, l'Europe sera quand même, on va dire, aura une part importante à jouer dans le cadre de cette mission InSight. Mais tout ça pour vous dire, et pour revenir sur la problématique de SpaceX et des États-Unis, qui ont effectivement fait le choix des fusées réutilisables, nous, en Europe, et alors ça se discute, hein, parce qu'on a ici effectivement des reproches, même de la part de nos propres industriels, hein, qui se sont dit, bon, pourquoi ne pas copier le modèle des Américains, parce que ça coûterait peut-être un peu moins cher, etc. Parce que l'objectif du New Space, c'est de faire des fusées, des satellites, des robots, des rovers qui soient des équipements à bas coût, pour pouvoir être beaucoup plus compétitifs. Parce que la construction d'un lanceur, ça coûte très cher et ça prend du temps et ça mobilise beaucoup d'énergie et de troupes et du monde. Et donc, la clé pour rester compétitif, c'est de pouvoir mettre en œuvre des projets, des éléments, des programmes qui puissent se faire très rapidement, à bas coût, et qui puissent avoir, en plus de cela, des retombées positives et rapides. Bon, ça c'est dans le meilleur des cas. Mais la réalité est totalement différente. En plus, beaucoup plus complexe pour nous au sein de l'Union européenne, puisqu'on fonctionne en triangle, hein, entre l'ESA, la Commission et les États membres. Donc et puis au sein des États membres, c'est aussi la problématique de la gouvernance partagée. On n'est pas tous d'accord. Il peut y avoir aujourd'hui des programmes, vous avez des programmes qui n'ont pas abouti parce qu'il y avait des différences de vues entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Espagne, entre l'Allemagne et les pays scandinaves. On n'est pas tous d'accord de mettre tant d'argent parce que pour eux c'est pas leur priorité, etc. Et donc vous avez des États membres qui décident au lieu d'acheter des produits, des satellites européens, qui décident de faire des coopérations avec des pays hors de l'Union européenne et qui forcément ont des coûts et des impacts négatifs sur la politique spatiale au niveau européen. Et c'est pas toujours facile, la question de la gouvernance partagée. Et ce qui fait la force effectivement des États-Unis, c'est que cette collaboration quasi unique entre SpaceX et la NASA, et puis aussi en même temps l'État fédéral américain, qui apparemment ont une vision quasi identique, leur permettent effectivement d'être en avance dans la question du New Space. Donc nous, au sein de l'Union européenne, et ça a été tranché l'année dernière, on a décidé de ne pas adopter la fusée réutilisable. Donc on a lancé le concept d'Ariane 6, qui est un lanceur qui sera, bien évidemment, alors c'est l'objectif, beaucoup plus puissant que le lanceur Ariane 5, mais qui aura des particularités qui sont quand même intéressantes à prendre en considération. D'abord, c'est une fusée qui coûtera moins cher qu'Ariane 5. Et ensuite, c'est une fusée qui permettra justement à l'Union européenne de rester dans la course dans le cadre du New Space. Parce que c'est dans ce cadre-là que va se jouer l'avenir
de la politique spatiale au niveau européen, mais aussi à l'échelle mondiale. Et donc, les caractéristiques intéressantes qu'a justement Ariane 6, c'est que d'abord, elle aura une coiffe, une volume sous coiffe qui est beaucoup plus considérable. Alors, si vous avez une fusée, on va dire comme ça, donc ça va faire l'équivalent des moteurs, Ariane 5 aujourd'hui a 3 moteurs, ce qu'on appelle les Vulcains en Europe. Et c'est ces moteurs Vulcains qui permettent la propulsion, quand vous voyez à la télé, où vous avez au moment du lancement une gigantesque, un gigantesque feu là, qui sort de la fusée pour pouvoir propulser la fusée de façon verticale jusqu'à son orbite géostationnaire. Eh bien, Ariane 6 comptera 4 moteurs Vulcains. C'est-à-dire en termes de puissance, déjà, on aura un coup d'avance par rapport à Ariane 5. Ensuite, donc, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon spatial le premier étage. Ensuite, vous avez le deuxième étage, c'est-à-dire que quand vous avez une fois le lancement, la propulsion de la fusée via les moteurs Vulcains, à un moment donné, la fusée va se diviser en deux, donc c'est ce qu'on appelle la première séparation entre le premier et le deuxième étage. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'étage supérieur qui va se détacher du deuxième étage et qui va permettre au reste de la fusée d'aller, donc de traverser l'atmosphère et d'aller jusqu'à un certain nombre on a des données bien précises sur jusqu'où doit aller la fusée pour pouvoir avoir une séparation, donc c'est la troisième séparation, quand vous avez les commentaires qui se font via le live, vous avez la troisième séparation qui se fait entre l'étage supérieur et la coiffe. Et la coiffe, c'est le bout de la fusée, là, qui est pointu, et c'est dans cette coiffe que vous avez les satellites. Et à l'heure actuelle, et je le disais au tout début de mes propos si vous vous en souvenez, seule l'Inde, alors qu'on ne s'y attendait absolument pas, a été en capacité d'envoyer en un seul lancement 100 satellites. Chose que n'a pas réussi encore l'Union européenne ou les États-Unis et encore moins la Russie et la Chine. Alors je vois comment ils ont fait les Indiens, mais ils ont épaté tout le monde. En tout cas, le lancement s'est très bien passé et les 100 satellites ont été mis en orbite et fonctionnent jusqu'à l'heure actuelle correctement. Donc l'objectif pour l'Union européenne, alors on n'est pas encore prêt à envoyer en une seule fusée 100 satellites, mais déjà avec Ariane 6, grâce à cette coiffe qui sera un peu plus considérable en termes d'espace, on va pouvoir y mettre davantage de satellites, parce qu'avec les Ariane 5 à l'heure actuelle, on ne peut mettre dans le cadre de l'Union européenne maximum que 3 satellites. Donc avec la nouvelle coiffe d'Ariane 6, on pourra mettre plus de 3 satellites dans le cadre d'un lancement Ariane. Et la deuxième innovation, c'est que cette coiffe permettra à l'Union européenne de mettre des satellites à propulsion électrique, chose qu'on n'arrivait pas à faire avec les Ariane 5, et deuxièmement, de mettre en place, en orbite, de multiples constellations de satellites. Et donc là, nous avons le projet phare de l'Union européenne à venir, qui sera lancé en 2020, qui s'appelle le projet OneWeb, et qui a pour vocation de mettre en orbite, à terme, sur plusieurs années, 648 satellites, dont l'objectif est de permettre un accès au débit dans le cadre d'Internet, alors pour l'Union, au sein de l'Union européenne, mais pas que, parce que ce sont des partenariats qui vont se faire avec notamment beaucoup de pays africains et du Moyen-Orient. Et il faut savoir que là-dessus, les États-Unis ont réussi leur coup, parce que, donc je le disais, il y a eu le lancement de SpaceX ce mardi dernier, c'est de cette semaine, où ils ont réussi à mettre en orbite justement ce type de satellite pour le compte du Qatar et de quelques pays du Moyen-Orient. Donc c'est la raison pour laquelle on s'accélère un petit peu au sein de l'Union européenne, pour pouvoir aussi continuer à garder des parts de marché, parce que tout est lié, évidemment, d'autres pays se tourneront ailleurs et pas vers l'Union européenne. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit aussi très attentif à tout cela. Donc tout ça pour vous dire que, pour revenir sur les caractéristiques d'Ariane 6, en Europe, on n'a certes pas fait le choix des fusées réutilisables.
Mais la troisième innovation que l'on peut attribuer à Ariane 6, c'est effectivement le fameux moteur Vinci, qui sera un moteur réallumable. C'est-à-dire que quand vous avez la fusée qui sera lancée, grâce à un volume de coiffe beaucoup plus important, eh bien, on va pouvoir y mettre en orbite plusieurs satellites, et pas en un coup, c'est-à-dire qu'on pourra garder des réserves en termes de gasoil en éteignant le moteur Vinci, et plus tard, le lendemain ou 2 jours après, en le réallumant, bim, pour pouvoir continuer à mettre en orbite d'autres satellites. Donc c'est un choix que l'on fait qui, bon, pour l'instant, qui n'a pas encore été testé, hein, puisqu'on n'a pas encore procédé au lancement qui viendra en juillet 2020. Je pense qu'on se laissera à peu près 4 ans pour voir si effectivement l'Europe aura fait le bon choix en se tournant vers cette option d'Ariane 6, et si effectivement ça ne marche pas, alors que peut-être qu'un jour l'Union européenne fera le choix de se tourner vers les fusées réutilisables comme SpaceX. Et toujours dans le cadre de la question du New Space, il faut savoir que le deuxième projet de l'Union européenne après OneWeb, c'est le projet Stratobus, qui est un ballon autonome stratosphérique, c'est-à-dire qui ne va pas aller au-delà de l'espace, mais c'est-à-dire qu'il va survoler la Terre à hauteur de 20 km, hein, donc c'est-à-dire dans la partie la stratosphère dans le cadre de multiples couches atmosphériques. Et pareil, ce fameux ballon autonome permettra à l'Union européenne de récolter des données et d'avoir un équipement qui, à terme, se révélera être un investissement à bas coût et qui nous permettra de développer en parallèle d'autres projets et de rester toujours compétitif par rapport aux géants dans le domaine spatial. Donc, peut-être pour conclure, parce que je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps dans le cadre de cette intervention, mais juste pour rappeler que j'ai évoqué effectivement la question de l'indépendance, l'accès indépendant dans le cadre de l'espace, qui est très important pour l'avenir de l'Europe dans le domaine spatial, la question de la gouvernance. Alors maintenant, on va se poser la question de savoir si l'on reste en Europe dans le cadre d'une gouvernance partagée, ou comme aux États-Unis, on partirait sur une gouvernance unique, mais ça deviendrait compliqué, parce que déjà, gérer l'Union européenne à 27, pas uniquement dans le domaine spatial, mais dans d'autres domaines, c'est très compliqué. Donc, à titre personnel, je pense que l'Union européenne aura tout à gagner à rester dans le cadre d'une gouvernance partagée, parce que c'est quand même ce qui nous a permis d'élaborer tous les projets que j'ai évoqués et les projets qui viendront dans quelques années, et qui, je le pense, permettra aussi à l'Europe de rester dans cette course, notamment dans le cadre du New Space. Mais ça, après, ce sera à nos dirigeants d'en décider, et bien évidemment, tout en restant en collaboration avec les agences nationales et surtout nos industriels. Et ça, c'est le troisième point sur lequel je voulais notamment dire quelques mots, c'est-à-dire que nous devons absolument faire en sorte à ce qu'il y ait un maximum d'investissement dans le secteur privé. Sans le privé, l'Europe ne pourra pas tenir face à des géants comme SpaceX. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'évoquer la Chine, qui a la semaine dernière opté justement pour, dans le cadre de son futur lanceur Longue Marche, une fusée réutilisable. Donc, c'est-à-dire que la Chine a fait le choix de s'aligner sur la vision des lanceurs américaines, en optant donc pour une fusée réutilisable. Et puis d'autres acteurs viendront par la suite, hein, parce que vous avez aujourd'hui le Japon qui continue à faire une montée fulgurante, je l'ai dit, l'Inde, alors que personne s'y attendait, et peut-être que demain on aura d'autres acteurs aussi qui viendront concurrencer l'Union européenne et les États-Unis. Donc s'il n'y a pas d'investissement dans le secteur privé qui soit suffisamment considérable, l'Europe ne tiendra pas le choc.
Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire en sorte à ce qu'il y ait, en termes de budget, et là le rôle du Parlement européen et de la Commission européenne est extrêmement important, puisque si on est capable, dans le cadre des programmes européens et en ce qui concerne la politique spatiale qui s'intègre de ce qu'on appelle, dans ce que l'on appelle le programme Horizon 2020, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on investit dans le cadre de ce programme 1,4 milliard d'euros par an, ce qui est très insuffisant pour prétendre à des ambitions aussi grandes que souhaite prétendre l'Union européenne. Donc il faudrait investir davantage dans le domaine de la recherche, parce que la RT et la RD seront des secteurs clés pour l'avenir de l'Union européenne dans le secteur. Si on ne donne pas les moyens suffisants à nos scientifiques, à nos chercheurs, dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, parce que le segment amont, je le redis, c'est le segment le plus important, si on n'a pas des idées d'innovation en termes de programmes scientifiques, en termes d'exploration spatiale, en termes de conception de lanceurs et de navigation par satellite, on ne tiendra pas le choc et on n'arrivera pas à pouvoir avoir un temps d'avance sur une société, un monde qui évolue chaque jour encore un peu plus vite. Donc les secteurs RT et RD sont extrêmement décisifs pour l'Union européenne. Donc je pense que là, investir à hauteur de 1,4 milliard d'euros par an dans le cadre du projet Horizon 2020, c'est extrêmement largement insuffisant. Il faudrait y investir davantage d'abord dans le cadre de ce projet Horizon 2020 et peut-être, moi je le pense, élargir les champs d'intervention dans le cadre de la politique spatiale européenne en intégrant d'autres fonds européens comme le FEDER, le FSE, etc. pour faire en sorte à ce qu'il y ait une véritable bulle qui soit active et prête à, on va dire, à se ranger dans le cadre de cette évolution en ce qui concerne le New Space. À l'heure actuelle, effectivement, on a des secteurs, nous, en ce qui nous concerne en France, à Toulouse, qui reste la capitale européenne dans le domaine spatial, grâce à Airbus, qui joue aussi un rôle déterminant dans la conception de la politique spatiale au niveau européen. Mais si on a d'autres pays de l'Union qui ne souhaitent pas jouer le jeu, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué avec l'Allemagne, parce qu'au niveau européen, il y a deux visions qui s'affrontent entre la France et ses partenaires, on va dire, de l'Europe du Sud, et une partie des pays scandinaves, et puis vous avez de l'autre côté l'Allemagne qui, elle, rassemble une autre partie des pays scandinaves et tous les pays d'Europe de l'Est. Et le problème, c'est que la problématique de l'élargissement de l'Union européenne, qui est une problématique qui aussi s'inscrit, que l'on peut retrouver aussi dans d'autres domaines comme le social, la fiscalité, l'économie, etc., c'est que les pays d'Europe de l'Est ont une vision différente du reste de l'Union européenne, notamment de l'Ouest ou du Nord et du Sud, parce qu'effectivement, ces pays-là ont d'autres priorités à l'heure actuelle, ce qui peut totalement se comprendre. C'est-à-dire, pour eux, investir maintenant dans le spatial, ils n'y voient pas l'intérêt. Même si on a beau leur expliquer que les satellites, ça vous permettra d'avoir telle retombée dans tel domaine, et puis ça vous permettra d'activer le secteur économique, machin, etc. Mais c'est compliqué, ça reste compliqué. Et quand on parle du spatial dans le cadre des politiques de défense et de sécurité, c'est compliqué, parce que vous savez bien qu'en Europe, on est divisé sur la question de la politique de défense européenne entre ceux qui souhaitent une Europe indépendante, comme on entend parler aujourd'hui, mais de l'autre côté, vous avez aussi une partie de l'Union européenne, et notamment tous les pays d'Europe de l'Est, qui voient toujours une menace russe toujours aussi présente, qui souhaitent se tourner et rester attachés aux États-Unis et à l'OTAN. Donc c'est compliqué. Et dans le secteur spatial, on a aussi le même problème, où vous avez des pays d'Europe de l'Est qui, s'ils décident d'investir au sein des politiques spatiales, préfèrent le faire avec des partenariats américains ou chinois ou japonais, etc. Et donc, on a dû batailler d'ailleurs très durement dans le cadre de la commission de transport au Parlement européen sur un amendement précis qui stipulait et qui maintenant oblige tous les pays de l'Union européenne d'avoir une préférence européenne. Donc maintenant, dans le cadre du futur lancement d'Ariane 6, tous les satellites devront être uniquement conçus
est acheté par les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pays de l'Europe qui iront voir ailleurs pour pouvoir obtenir des services de télécommunication ou de navigation par satellite. Et ça n'a pas été facile. Alors que pourtant, ça nous paraissait tellement évident de dire, comme les Américains, quand on entend le président américain parler toujours d'Amérique d'abord, et ben pourquoi pas nous aussi au niveau européen de dire d'abord nos intérêts et puis après le reste on verra, tout en maintenant des coopérations, des collaborations qui sont nécessaires pour avancer dans des projets, parce que seule l'Europe, je l'ai dit sur la question du programme InSight, l'Europe n'est pas capable seule de pouvoir atterrir sur Mars, donc c'est la raison pour laquelle on a dû se tourner vers les Américains. Mais n'empêche que dans le reste, je pense qu'il faut faire en sorte, et c'est un travail de pédagogie qui sera long et difficile, pour convaincre nos amis d'Europe de l'Est qu'il faut prendre cette thématique du spatial de façon très importante et sérieuse, et aussi être amené à les convaincre des bienfaits du spatial dans nos vies quotidiennes, et notamment dans des secteurs bien précis qui sont des secteurs très importants pour continuer le développement de ces pays en Europe de l'Est. Donc voilà, en tout cas, si je conclurai sur ces mots, il y a, je pense, ces 3 choses à retenir pour la politique spatiale en Europe. Et c'est des enjeux qui seront déterminants pour l'avenir du secteur au niveau européen. Donc c'est la question de l'indépendance. Sans cela, l'Europe ne pourra jamais prétendre à garder sa position de puissance dans le domaine qui lui permet encore aujourd'hui de rivaliser entre les États-Unis et la Chine. Deuxièmement, c'est la question, je l'ai dit, tout ce qui concerne la question budgétaire, qui reste le nerf de la guerre, donc investir davantage avec un budget qui soit encore plus conséquent de ce que l'on a à l'heure actuelle, parce que je pense qu'à 27, on pourrait être largement capable de mettre davantage sur la table, même si effectivement il y a des priorités qui sont définies dans chaque des États membres et que nous n'avons pas effectivement les mêmes moyens d'action, etc. Mais si l'Europe souhaite rester dans la course, elle devra mettre davantage d'argent sur la table. Et je pense que pour l'y aider, l'investissement dans les secteurs privés, donc faire confiance à nos industriels, comme Airbus, Safran, Thales, ou des géants en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc., reste aussi important, parce que ces industriels-là, ça permet à l'Union européenne déjà de rester compétitive, ensuite de créer des emplois, parce que tout autour, quand vous allez à Toulouse, j'avais eu l'occasion d'y aller, de voir tout ce que c'est, le pôle Airbus, c'est énorme, c'est des start-up, c'est des coopérations avec les universités, des instituts, etc. Donc c'est des étudiants qui viennent du monde entier à Toulouse pour étudier, donc c'est un savoir-faire qui est partagé, qui est amené en France. Et dans le domaine scientifique, c'est important. Donc c'est vraiment un village énorme avec effectivement des retombées économiques et notamment sociales considérables. Pas uniquement pour la ville de Toulouse, mais c'est pour la région Occitanie, pour la France et pour le reste de l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut, à l'Europe, en tout cas pour nos institutions européennes, faire davantage confiance à nos industriels et surtout de faire davantage confiance à notre jeunesse. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et c'est la force qu'a eu Thomas Pesquet, et on le remercie encore, c'est qu'il a réussi à faire intéresser les jeunes générations à la problématique spatiale, ce qui n'était pas gagné. Et aujourd'hui, depuis la mission Proxima, des études ont été menées montrant qu'il y a beaucoup plus d'intérêt chez nos jeunes sur ces problématiques-là, et beaucoup plus de jeunes aujourd'hui souhaitent faire des études là-dedans, en devenant ingénieurs, etc., ou en lien avec les politiques spatiales au niveau européen. Donc c'est tout aussi intéressant. Et en tout cas, si, je ne sais pas, vous concernant, de par vos parcours de chacun, sachez que maintenant, la politique spatiale, ça touche tous les domaines, et même ceux qu'on n'y attend pas. Donc n'hésitez pas à pouvoir apporter votre savoir-faire, vos connaissances, qui pourront justement permettre à la politique spatiale européenne de continuer à grandir et à continuer à mettre... on va dire, sur le devant de la scène internationale, le savoir-faire européen
et de continuer à prétendre à avoir un positionnement tout aussi rayonnant. Voilà, donc voilà, j'espère avoir répondu un peu à vos questionnements, etc. Et si d'ailleurs il y a des questions en plus de ce que j'ai dit, je reste à votre disposition et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Effectivement, on passera la parole à la salle parce qu'on va consacrer un bon moment pour les questions. Je ne sais pas si Alexis enchaînera sur une question. Dans votre intervention, vous avez fait référence à plusieurs reprises de Ariane 5, 6. Alors là, je reviens aussi à mon propos introductif quand je parlais des préoccupations d'autres think tanks en la matière. Donc le 24 octobre de cette année, l'IFRI avait organisé une conférence sur l'autonomie stratégique à l'épreuve du spatial où le président d'Ariane Group était intervenu. Ariane Group qui est une entreprise qui a 2 ans d'existence, qui est le fruit d'une mise en commun de Airbus, dont vous avez fait référence, et de Safran pour l'accès à l'espace, société franco-allemande qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros, qui emploie 9000 personnes, donc effectivement c'est un secteur d'avenir dans lequel beaucoup de jeunes générations pourront trouver leur place. Et lors de cette conférence, le président d'Ariane Group a mis en lumière tous ces enjeux en faisant référence à la dernière revue stratégique française qui a été présidée par M. Danjean, une revue dans laquelle il est question de ces enjeux en matière de politique spatiale européenne. Il a été aussi dit que les Américains commençaient à parler d'une 6e armée qui serait une armée de l'espace. Nous, en Europe, on est en train de débattre sur une armée européenne, c'est dire la différence de conception des choses. Comment est-ce que les choses ont évolué depuis que la revue stratégique est sortie? Comment les Européens se positionnent aussi sur le plan juridique, puisque les Américains sont dans une optique de libéralisation des règles juridiques pour l'accès à l'espace. Comment est-ce que les Européens se positionnent? Alors du coup, je réponds directement, d'accord. Okay. Alors sur cette question, effectivement, je ne l'ai pas évoquée, mais c'est aussi une question effectivement qui va, on va dire, caractériser aussi les futures décisions politiques de l'Europe dans ce cadre, parce qu'on parle effectivement de ces dernières années de plus en plus de ce que l'on appelle la militarisation de l'espace, donc qui a commencé bien avant d'ailleurs Donald Trump aux États-Unis, parce qu'il y avait eu quelques, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, quelques problématiques d'espionnage où on avait d'ailleurs retrouvé un satellite tout récemment russe qui était juste à côté d'un satellite américain, et un autre satellite américain avait pu détecter effectivement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en termes de connectivité, et c'est comme ça que les Américains avaient justement repéré ce petit satellite qui était vraiment tout petit et qui espionnait les données du satellite américain. Donc il y a déjà eu depuis, on va dire, l'époque de la guerre froide, une espèce de guerre de l'espace entre les États-Unis et la Russie. Et il est vrai, effectivement, que l'Europe, ça a toujours été un peu son problème, alors soit avait décidé de se mettre un petit peu en retrait par rapport à ces problématiques-là, mais de toute façon, elle reste quand même concernée parce que ces données sont aussi des données que l'on peut retrouver qui concernent directement l'Union européenne, et donc n'a jamais voulu prendre véritablement part sur cette problématique de la militarisation de l'espace. Alors il faut savoir que depuis 1967, en termes juridiques, parce que tout est vraiment bien structuré dans ce cadre-là au niveau spatial à l'échelle mondiale, vous avez donc depuis 1967 un traité qui est un traité extra-atmosphérique et qui a pour vocation justement de délimiter les droits juridiques dans le domaine spatial. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire et d'autres pas.
Et tout ça, c'est regroupé dans le cadre d'un traité. Et effectivement, les Américains, et de plus en plus aussi la Russie, souhaitent outrepasser ce traité, ou en tout cas le réadapter, parce qu'ils estiment qu'il y a, avec l'évolution de la société et des nouvelles technologies, des droits d'accès qui doivent être davantage pris en considération. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'Union européenne avait tenté, alors c'était en 2016, de lancer un projet dans ce cadre-là. Malheureusement, ça n'a pas abouti parce que le projet a été bloqué par une partie des pays d'Europe de l'Est qui souhaitaient rester alignés sur la politique américaine. Et du coup, on va dire, au niveau européen en tout cas, sur cette question-là, on est un peu au point mort. Et d'ailleurs, cette problématique-là, elle rejoint une autre problématique qui, suite à la déclaration de Donald Trump, qui a annoncé le 20 octobre dernier que les États-Unis envisageraient de quitter le traité qui s'appelle le traité concernant les politiques de prolifération, qui mettrait fin en gros à tout ce qui concerne les problématiques de nucléaire à portée intermédiaire, qui avait été signé entre les Américains et la Russie, et dont l'Union européenne ne fait pas partie et n'a pas son mot à dire. Donc c'est une problématique qui est directement liée aussi à cette question de la militarisation de l'espace. Parce que la question de la défense antimissile, aujourd'hui, vous avez les nouveaux systèmes de défense antimissile, sont des systèmes qui sont directement connectés via des satellites. Et effectivement, la question maintenant qui se pose, c'est la façon où on va pouvoir situer un satellite, et notamment l'endroit où on va pouvoir installer un site de lancement concernant la défense antimissile. Il faut savoir qu'en Europe, on n'a pas, nous, de programme de défense antimissile. C'est-à-dire que l'Europe a décidé de baser sa doctrine militaire de défense uniquement sur la question de l'attaque, c'est-à-dire via nos systèmes de dissuasion nucléaire. Alors que les Américains, eux, ont opté pour une complémentarité entre l'attaque, donc c'est-à-dire entre la dissuasion nucléaire et la défense antimissile américaine. Alors si demain l'Europe est attaquée par un système de défense antimissile, on explose, parce qu'on est incapable de se défendre sur ce point-là. Et l'accord qui a été passé à l'époque avec les Américains, c'est le déploiement d'une troisième zone de défense antimissile qui est à la frontière turque et qui est un système qui a vocation à défendre l'Union européenne si demain on est attaqué par un pays quelconque. Et ce système de défense antimissile est entièrement géré par les Américains, ce qui pose un certain problème. Donc c'est la raison pour laquelle, que ce soit sur ces questions que je viens d'évoquer, l'Europe, à l'heure actuelle, n'est absolument pas prête d'envisager une défense indépendante dans le cadre de la défense antimissile ou d'une éventuelle attaque, et encore moins d'être au fait de la question de la militarisation de l'espace. Donc depuis, malheureusement, il n'y a pas eu d'évolution concrète en la matière en Europe. Merci. S'il y a des questions, la parole est libre. Oui, une petite question. Vous avez beaucoup parlé des industriels et des sociétés privées en France et en Europe, parce qu'il faut quand même rappeler, comme vous l'avez très pertinemment dit tout à l'heure, qu'on a quand même de gros avantages par rapport aux États-Unis et aux autres pays dans la course, comme la Chine. On est quand même une coalition avec 27 pays, 27 membres, si je me trompe. Donc on a beaucoup d'industriels et on a quand même une puissance d'intelligence, je dirais, de recherche technique et développement qui est assez grande. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit quand vous parlez de tout ça. Pourquoi poursuivre un programme comme Ariane 6 qui est un peu décorrélé de toutes les recherches actuelles par rapport aux autres pays? C'est-à-dire que j'ai l'impression que les industriels ont une envie vraiment de participer à ce qui se passe au sein du programme Ariane, mais c'est peut-être pas via le programme Ariane. Peut-être qu'un nouveau programme pourrait les encourager à faire de la recherche. On va cacher le nom de l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est Thales. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de blocage de la part des entreprises parce qu'ils ne trouvent plus en le programme Ariane une conviction de se développer ni d'aller plus loin que les États-Unis ou les autres.
parce que certes, ça fait partie des plus gros lanceurs actuellement sur la planète, sur le programme Ariane 6, mais on a vraiment une autre optique que les États-Unis, la Chine ou encore l'Inde, qui est aussi une partie d'exploration, je dirais, avec des programmes comme SpaceX, ou alors, voilà, c'est juste le programme Ariane 6, j'ai l'impression qu'on est en train de reproduire un peu une sorte de micro-erreur comme a failli le faire les États-Unis il y a fort longtemps avec le programme Apollo, qui a ensuite été arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne mènerait plus forcément à quelque chose de prospère. Et donc voilà, pourquoi Ariane 6 c'est pas quelque chose de plus concret Ouais. Voilà. Ben alors c'est vrai que c'est effectivement, ça a été un long débat avant d'ailleurs on n'a pas eu une unanimité immédiate pour la mise en place définitive du programme Ariane 6. Alors ce qui avait été présenté pour essayer de convaincre les industriels d'accepter ce programme Ariane 6, c'était d'anticiper, comme je l'ai dit au début, avec le futur programme Ariane Next, qui serait censé un peu plus effectivement intéresser et motiver nos industriels. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que au moment où il y a eu ce débat, donc c'était en 2014, que le débat a eu lieu, où c'était le moment où, je l'ai dit, l'Europe devait choisir entre s'aligner sur les Américains avec les fusées réutilisables ou continuer dans son optique via les programmes de lanceurs Ariane. Et c'est vrai que durant ces discussions, d'ailleurs c'est des discussions que vous pouvez retrouver sur les comptes rendus, sur le net, qui sont accès au grand public. Et effectivement, vous avez, et c'est très intéressant, un clivage et deux visions différentes entre les institutions, les autorités politiques et les industriels. Et j'en conviens, les industriels ont, dans leur conception future de l'espace au niveau européen et même à l'échelle mondiale, un coup d'avance par rapport à nos dirigeants politiques. Mais le problème à l'heure actuelle, ce qui a fait qu'on a au final tranché pour les Ariane et de continuer à rester dans cette gamme, c'est par le manque d'argent. C'est ce qui a en gros, c'est-à-dire que tous les projets qui avaient été présentés par les industriels étaient effectivement très intéressants, mais l'Europe n'avait pas les financements suffisants en tout cas, même en essayant de trouver, parce qu'il y avait plusieurs scénarios qui avaient été élaborés, et même à travers ces différents scénarios, ça coûtait extrêmement cher. Et si on restait toujours dans l'optique de rester indépendant sur cette question-là, il était impossible pour l'Union européenne de se tourner notamment vers les États-Unis ou la Russie avec qui on est en concurrence directe ou encore la Chine. Et c'est ce qui a tout bloqué. Donc du coup, il y a eu un accord en disant « Ok, on va y aller là-dessus ». Et comme je l'ai évoqué, après, ce sont les industriels qui ont défini les caractéristiques d'Ariane 6 en disant « D'accord, on le fait, mais il faut que ce soit comme ça, pas très cher et machin, même si ça avait été critiqué parce qu'on s'est dit est-ce qu'en termes de rentabilité, ça va être intéressant? Parce que le matériel, est-ce qu'il va être suffisamment sophistiqué pour pouvoir durer suffisamment longtemps, voilà, etc. Donc ça pose un certain nombre de questions, mais ce qui a finalement fait que l'Europe s'est arrêtée à la question des Ariane, c'est tout simplement parce qu'on est en manque de budget, de moyens financiers suffisants. Et même en termes de budgétisation pure, les États membres ne mettent pas tous la main à la poche, j'imagine, comme les autres. On a 5 pays, et même en gros c'est deux, voilà. C'est la France et l'Allemagne. Parce qu'après, c'est que dalle. Et le fait de leur proposer des programmes plus novateurs, c'est déjà très novateur pour Ariane 6 et Ariane Next, mais plus novateurs et qui répondraient peut-être plus à leurs attentes, peut-être que vous pourriez rassembler beaucoup plus de fonds. C'est la raison pour laquelle, justement, dans ma conclusion, je disais qu'il était nécessaire de mutualiser les fonds européens au maximum. Parce que ce soit le FSE, le FEDER, etc., vous avez des programmes qui sont directement liés à la problématique spatiale. Et maintenant, il faut tout simplement être capable de mettre tout cela en synergie. C'est comme la question de la synergie entre les programmes militaires et les programmes civils, qui peinent encore à se faire malheureusement, alors que c'est fondamental pour l'Union européenne. En Russie, en Chine, aux États-Unis, ils ont déjà compris ça. C'est en Europe que ça allait. Voilà, mais parce que il y a des différences de vues au sein des États membres, et notamment entre la France et l'Allemagne, où il y a beaucoup de projets qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas une entente définitive entre la France et l'Allemagne sur la vision à avoir. C'est-à-dire que les Allemands, c'est la dépense responsable, de toute façon à tout
À chaque mot, il y a toujours le mot responsabilité, responsabilité, très bien. Donc ce qui, on va dire, titille un peu des industriels comme Airbus qui se disent non mais attendez, mais si on est toujours freiné, on va jamais pouvoir avancer, etc. Et ils le disent à juste titre. Et puis la France qui effectivement a plein d'idées en tête, mais qui malheureusement, il y a les paroles et les actes. Et les paroles, c'est-à-dire effectivement, quand on entend le président de la République parler de choses extraordinaires, très bien, mais la réalité des choses, c'est que quand on parle d'armée européenne, ok, mais la réalité c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui la France, elle dépend à 100% dans des domaines clés par rapport aux Américains, c'est-à-dire dans le domaine du ravitaillement en vol et dans le cadre du programme GOSATCOM, pardon. C'est-à-dire c'est un programme qui agit dans 3 domaines précis, les systèmes d'aéronefs télépilotés, donc c'est-à-dire les drones, le ravitaillement en vol et toutes les questions de télécommunication par satellite et cybersécurité. Très bien, mais la réalité c'est quoi? C'est qu'en France, on est incapable de terminer le programme des A400M, ce sont les avions de ravitaillement en vol. Donc tous les avions de ravitaillement en vol, en France, on est obligé de passer par les Américains. C'est-à-dire que la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, sans les Américains, la France, c'était pas possible, on ne pouvait pas continuer la guerre. Et donc on fait appel systématiquement aux C-130J américains. Dans les drones, c'est pareil, on n'a pas de drones, on est encore avec nos drones Harfang israéliens qui sont complètement obsolètes, qui sont incapables de fonctionner correctement, et on est obligé d'utiliser et de faire appel aux drones américains Reapers. C'est ça la réalité des choses. Donc moi je veux bien une armée européenne, je veux bien une défense, une sécurité, une politique spatiale européenne qui soit indépendante, mais si on n'est pas capable de finir un programme comme les A400M parce qu'on n'a pas d'argent, et qu'on nous annonce encore qu'on va réduire les budgets militaires dans tel ou tel domaine, on n'y arrivera jamais. Et je le dis encore, la question de l'argent, du budget, c'est le nerf de la guerre et c'est fondamental. Donc on a des industriels, on a des chercheurs, les ressources nécessaires. Et je vous dis, allez un jour à Toulouse et voir le pompon que c'est magnifique. C'est avoir tous ces jeunes qui s'engagent et qui ont plein d'idées, mais qui, beaucoup partent aux États-Unis, hein, ou ils partent en Chine ou en Afrique, parce que c'est le nouveau terrain de jeu, et on perd aussi des têtes. C'est tout le problème en Europe. Et c'est la raison pour laquelle je reviens sur la nécessité d'investir dans les domaines de la RT et de la RD. Pour partager l'échange, comment on peut être demandeur de budget s'il y a des programmes qui sont philosophiques, astrophysiques, d'observation de la Terre. La dimension américaine de la NASA et de la Chine, puisque je crois que l'agence spatiale chinoise, c'est 50 000 personnes qui travaillent sur un site. L'argumentation d'une force armée militaire et d'une défense spatiale militaire, elle ne peut être qu'argumentée que les priorités déjà des budgets utilisés. L'aspect responsable et le retour sur investissement, c'est de savoir déjà qu'est-ce que je fais avec ces 5 milliards et quelle est ma priorité, parce que l'observation du dioxyde du carbone, l'observation des montées des eaux, ça profite à qui, hein, à part les écologistes? Enfin, concrètement, à qui ça profite? On sait que le CNES a une force d'observation internationale que la NASA envie. Donc moi je me dis, est-ce que, quand j'ai pas une petite question, après on se verra, comment deal le CNES, par exemple sur les observations météorologiques, toutes les observations potentielles, est-ce que c'est des coopérations gagnant-gagnant? Est-ce que c'est des coopérations économiques? Parce qu'à force d'observer un territoire, ces data-données, elles ont une valeur. Et ces valeurs-là, si le CNES a la capacité à avoir un travail de haut de gamme que la NASA envie, c'est au CNES d'aller porter une valeur ajoutée en termes
sur ce domaine-là. La force militaire européenne, elle est liée aussi à la démilitarisation de l'Allemagne pendant 50 ans. Donc l'Allemagne a une absence militaire sur 50 ans. Donc la notion de responsabilité, elle ressort aussi sur ce préjudice. Moi, ma vision, j'ai 2 formations sur le secteur spatial, une en médecine spatiale et une sur un programme avec l'International Space University. Donc un programme aux États-Unis sur 3 mois. L'Europe est une passoire. Une passoire militaire et de frontières. C'est-à-dire que, on voit dans vos propos, vous travaillez à Bruxelles, auprès de la Commission européenne, on voit que les décisions chinoises, japonaises et américaines, elles sont directives. Et là, elles sont liées à une coopération avec des arbitrages d'une réflexion lente. Est-ce que l'Agence spatiale européenne, c'est une question non gouvernementale ou intergouvernementale? C'est intergouvernemental. Intergouvernemental. Donc, parenthèse, Ariane, semaine dernière, annonce 1500 postes de licenciement. Tout à fait. Pourquoi? Moi, j'explique tout simplement. Pourquoi? Parce que le rapport coût-investissement sur les nouveaux lanceurs, Nouvelle-Zélande, 3 lancements satellites, investissement 6 millions de dollars. L'Inde, 100 satellites, investissement, je ne le connais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la nerf de la guerre, ça sera l'aspect technologique sur les transducteurs. Donc ce qui va nourrir les satellites. Donc le rapport coût-investissement, les nouvelles licornes américaines sur le secteur spatial, elles sont en train de naître. Elles sont en train de naître autour de San Francisco. Il y a à peu près, je crois, 4 à 5 milliards de dollars qui sont investis aujourd'hui sur ce New Space dans la Silicon Valley. Et on va avoir des sociétés privées qui vont avoir des bas coûts de lancement et qui vont contractualiser avec des sociétés télécom et donc la question que je me pose, moi, c'est ok, on va privilégier la coloration satellite européen avec des sous-traitants européens. Moi, demain, on va pas se partir là, une société lance à l'architecture pour lancer les satellites, avec des propulseurs à bas coût sur des lieux des lanceurs. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller contractualiser avec d'autres pays hors l'Union européenne? Imaginons que j'ai une société qui s'appelle une société de télécommunications, concurrent à SFR, Vodafone, Xavier Niel, Orange, par exemple, et qui me demande, par le biais de d'autres sous-traitants, qui me demande de voilà, j'ai un investissement de temps pour une constellation satellite, en nano-satellite ou en médium satellite, et qui me demande de lancer 20, 30 ou 100 satellites. Je me tourne vers l'Agence spatiale européenne vis-à-vis d'Ariane et du lanceur du 6e Ariane 6, où je me lance vers les licornes américaines qui sont en train de naître et qui sont déjà en cours non pas en cours de conception, mais je pense qu'en cours de réalisation. Qu'est-ce qui va m'empêcher, puisque c'est déjà arrivé là actuellement avec Ariane 6, de se faire chanter sur le marché Moyen-Orient? Voilà. Donc cet exemple-là, pour l'Europe, et là l'indépendance, elle n'est pas liée forcément à l'aspect militaire. L'indépendance, elle est liée aussi à l'aspect économique. Donc pour moi, alors les solutions, il y en a plusieurs.
première question, c'est quel est le positionnement du lanceur le plus compétitif aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Kourou. Pourquoi? Parce que le site que SpaceX utilise, c'est-à-dire Cap Canaveral en Floride, qui est le site de la NASA auquel j'ai déjà visité, fait que par rapport à l'équateur, Kourou étant plus proche de l'équateur, le coût investissement en termes de propulsion est 20% moins cher. Donc, ce que disait monsieur chez Thales, là, c'est de se dire, dans la disrupture qui est du New Space, hein, c'est de se dire, acceptons ce que fait SpaceX à la NASA, acceptons des lanceurs et des sociétés privées qui utilisent le site de Kourou, à moins que la Nouvelle-Zélande ou d'autres sites au monde soient autant profitables que le lanceur de Kourou en termes de... Puisque le premier nerf de la guerre, c'est la capacité à être proche de l'équateur pour envoyer des constellations ou d'envoyer des satellites. Donc moi j'ai des idées là-dessus. J'ai des amis qui sont start-upers et qui sont plus au niveau, par exemple, je peux vous le citer, c'est Idriss Issaïd, qui était de ma promo 2015 de l'ISU de l'Ohio, qui a monté avec le pôle de compétitivité en Sophia Antipolis, qui a racheté il a gagné un concours CNES, et qu'aujourd'hui, des générateurs à moyenne capables de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux solaires, ces panneaux solaires étant un transfert de technologie du satellite. Donc il y a des exemples, moi je suis d'accord avec vous, sur le rôle de l'Agence spatiale européenne d'accompagner des start-up depuis à peu près 10-15 ans, et de faire les promotions de ce qu'on appelle les Space Up, auxquels j'ai déjà participé au salon du Bourget, donc je vous invite à profiter de ces espaces de création de business plan proposés. Donc il y a Airbus et d'autres sociétés sont sponsors, qui permettent de valoriser des jeunes talents, des équipes et des nouvelles sociétés qui viendront proliférer sur le sol européen en espérant, mais en sachant qu'il faut, c'est la problématique française, c'est-à-dire qu'il semblerait que tous ces groupes Thales, Ariane, Airbus, qui se sont déployés dans les années 67-80, où l'État était actionnaire, où il y avait une forme de directive qui émanerait du commissariat au plan. C'est-à-dire un modèle d'action de l'État français sur des plans stratégiques là où on veut aller. Et quand on discute dans les pôles de compétitivité, par exemple, lundi, chacun peut œuvrer à sa manière de créer son service, son produit, mais où se trouvent les opportunités de marché, où se trouve ce que vous avez cité, revue de stratégie, c'est très intéressant, et de pouvoir répondre en termes de besoins européens. C'est-à-dire que là où l'Europe a peut-être une limite de budget, en termes institutionnels, d'avoir des axes stratégiques auxquels un jeune start-upper ou un étudiant volontaire et motivé par une création d'entreprise répondre à des besoins à plus 5, plus 10, plus 15. Il en existe puisque le plan stratégique de la NASA, et moi je l'ai eu entre les mains. Du coup, il y a une question précise ou une réaction Non, du coup il y a plein de questions, mais juste pour résumer ma réponse, c'est qu'effectivement je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites, parce que ça faisait partie aussi justement des débats qu'on avait eu en 2014 sur ces questions-là. Et je reviens à ce que je disais, c'est que malheureusement à l'heure actuelle, le pouvoir politique qui a le pouvoir de décision justement sur la conception des futurs programmes à venir pour les politiques spatiales européennes ne font pas suffisamment confiance à cette jeune génération de start-up. Et du coup, pour répondre à votre question, effectivement, on a beaucoup de jeunes entreprises, de start-up qui préfèrent, malgré la préférence européenne qui est imposée par les États membres et notamment l'ESA, aller voir ailleurs, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus fructueux pour eux
investir dans un pays comme l'Inde, la Chine ou les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de confiance qui est instaurée, qu'on ne retrouve pas systématiquement en France. Et c'est un vrai problème, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la question, elle se résoudra quand nos politiques finiront par avoir suffisamment confiance, alors c'est pas une question que de la science, mais de tout ce qui peut tourner autour de cette problématique-là, et de laisser, de donner plus d'indépendance, comme c'est le cas aux États-Unis, à nos industriels en termes de champ d'action et de capacité à définir des plans stratégiques sans à chaque fois être coincé entre le système triangulaire ESA, Commission et États membres, qui prend des plombs parce qu'effectivement il y a des points de vue qui ne sont pas partagés de part et d'autre, et que vous avez des projets effectivement qui auraient pu aboutir ou être beaucoup plus innovants par rapport à des projets qui sont aujourd'hui mis en œuvre, qui seront mis en œuvre demain, et bien malheureusement qui n'aboutissent pas. Et effectivement, ce qui après, quand on voit là, ce qui s'est passé mardi dernier, l'Europe, l'ESA n'a pas trop communiqué sur le lancement réussi de SpaceX, parce que c'était l'un des projets qui avait été proposé par des industriels effectivement de faire ce qu'a fait SpaceX mardi dernier, qui n'a pas été accepté au sein de l'Union européenne, et que là on s'est rendu compte effectivement qu'on avait pêché dans ce secteur bien précis. Donc, c'est-à-dire c'était un projet de mettre en orbite un satellite de télécommunication, et l'innovation c'était de le mettre sur un orbite géostationnaire, quelque chose que personne n'avait fait et qui avait été proposé à plusieurs reprises en Europe et qu'a réussi à faire SpaceX mardi soir. Je crois que madame avait une question. Juste, j'ai pas compris la fin, ce que vous venez de dire. On a réussi à mettre un satellite. Non, les Américains. Les Américains, à mettre un satellite en orbite géostationnaire. On va prendre peut-être, s'il y a encore Alors, 2-3 questions, on les prend en même temps. D'accord. Moi, je voudrais savoir si, quand vous parlez de Ariane Next, si vous pensez au programme Prometheus ou à autre chose. Non, c'est Prometheus, vous savez, c'est ça. Ou est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, à part que le prix est divisé par 10? Oui, alors malheureusement je peux pas trop parler de ça pour l'instant, parce que comme c'est encore en cours d'élaboration, c'est pas top secret, hein, il y a eu quelques fuites effectivement sur les futures caractéristiques, mais comme on souhaite préserver effectivement nos informations par rapport à d'autres secteurs concurrentiels, je ne pourrais pas, là je dois faire jouer mon droit de silence dans le cadre de mes fonctions, mais effectivement, concernant Ariane Next, très rapidement, tout va vraiment se jouer sur la question des moteurs. Ça va vraiment être l'objectif principal sur la question de la propulsion, et sur le fait effectivement d'être en capacité de concevoir un lanceur qui soit effectivement, dont le coût est réduit, divisé par 10, et qui soit en plus soit en capacité d'être conçu très rapidement, sans passer par divers ports pour être acheminé jusqu'à Kourou, et de faire en sorte à ce qu'il y ait, en termes de réutilisation des différents étages de la fusée, où on n'est pas obligé de reconstituer à chaque fois la fusée de zéro. C'est-à-dire qu'il y a des parties de la fusée qui pourront être réutilisées pour pouvoir être amenées à faire des lancements successifs. Mais je ne peux pas malheureusement en dire davantage. On avait abandonné l'idée du lancement réutilisable, en fait, c'est dans son ensemble, c'est le truc qu'a fait SpaceX, on récupère tout, mais on n'a pas abandonné l'idée de récupérer des morceaux. Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle on est quand même resté sur l'idée du moteur réallumable de Vinci pour la future Ariane 6. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, de reconstituer à chaque fois une fusée depuis le début, c'est long, c'est cher. Donc il faut qu'on soit capable de concevoir des équipements qu'on peut réutiliser pour des lancements successifs, quoi. Une question? Oui, merci beaucoup, déjà c'était très intéressant. Moi, ma question concerne plutôt la gestion des stocks halieutiques. C'est-à-dire que pour surveiller les bateaux, on utilise surtout, je crois, le VMS. Tout à fait. Et donc, est-ce que ça
justement l'objectif du futur satellite Sentinel 5P dans le cadre du programme Copernicus. Et là, on est en train effectivement de concevoir le futur, donc le satellite qui va succéder au satellite Sentinel 5P, ce sera le Sentinel 6, qui justement a pour objectif de développer des capacités d'imagerie. Notamment, alors pas uniquement dans la question de la pêche illégale, mais aussi tout ce qui concerne par exemple les trafics de drogue ou la question de la gestion des frontières. Effectivement, c'est prévu dans ces deux futurs satellites qui sont en cours de conception par l'Union européenne. Une autre question? J'en ai peut-être une dernière. Allons-y. Deuxième coup, désolé. Vous parliez tout à l'heure justement des lanceurs réutilisables. La jeune dame qui est au fond de la salle l'a très bien rappelé également. Vous en gardez un petit morceau dans le programme Ariane 6. Et même Ariane Next, pardon, ouais. Excusez-moi. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore la question que la NASA s'est posée pendant pas mal de temps? Bon, malheureusement, ils n'ont jamais mis vraiment en place, ils ont eu des bonnes idées, mais ça n'a jamais abouti. Entre guillemets, de dépolluer l'espace, parce qu'on lance des centaines de satellites actuellement, les Indiens l'ont encore fait dernièrement, mais au bout d'un moment, en termes d'orbite pure, il va falloir soit l'étager, soit arriver à le faire différemment, parce que je ne sais pas de quelle ordre sont les percussions satellitaires par an, mais 100 000 Si on a beaucoup, oui. 100 000 débris Jamais. satellites sur la Terre, dont 1000 supérieurs à 10 cm, je crois. Non, c'est énorme. Hein. C'est pour ça que SpaceX, la technologie SpaceX répond aussi à une envergure d'écologie, parce que quand on fait un lancement, en fait, il faut aussi calculer ce qui s'appelle la fenêtre. Tout à fait. Donc, la fenêtre de disponibilité en termes de géolocalisation, disponibilité de météorologie, et puis parce qu'on arrive à suivre en fait l'inertie d'un objet. C'est ma fenêtre de tir. C'est pour ça que j'avais le rattachement, parce que simplement c'est marrant Non, c'est une question importante. Parce que Mais oui, mais c'est marrant qu'on ait l'Union européenne qui promeut en ce moment le plus l'écologie, les États-Unis qui ne sont pas du tout dans cette optique-là avec le président actuel, mais que, à contrario, les entreprises aient deux visions différentes. Oui, tout à fait. C'est tout simplement parce que l'Europe a pris un petit peu de retard à justement prendre conscience qu'effectivement, quand on lançait un satellite, alors une fois que la fusée effectue ces différentes séparations, alors une partie de la fusée se désintègre quand elle est dans l'espace, mais il y a une autre partie quand même qui revient sur Terre et qui tombe dans les océans. Et donc forcément il y a quand même une partie qui pollue nos océans. Et effectivement il y a de nouvelles normes écologiques qui ont été imposées en Europe et aussi au niveau mondial pour demander justement aux industriels d'être en capacité de concevoir leurs futurs équipements de façon à ce qu'ils puissent être, se désintègrent à un moment donné, qu'ils ont une période de vie suffisamment réduite pour ne pas être amenés à polluer l'atmosphère ou la planète tout simplement, ou de concevoir des équipements dans le cadre du spatial qui soient réutilisables. Donc c'est la raison pour laquelle on est parti sur la question du moteur réallumable Vinci ou des étages qui soient réutilisables après lancement. Donc, et votre question est très intéressante et importante parce que ça va aussi, on va dire, façonner un petit peu l'avenir de la politique spatiale aussi dans ce domaine-là, parce qu'il y a aussi, se pose aussi la question de la sécurisation de nos infrastructures spatiales, où l'Europe ne peut pas agir toute seule. Aujourd'hui, si on veut effectivement sécuriser nos infrastructures, eh ben, on le fait avec l'aide des Américains ou de la Russie, donc parce qu'on n'a pas le matériel disponible pour pouvoir le faire. Et quand je parle de la question de la sécurisation de nos infrastructures, je pense aussi à l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui d'ailleurs prendra sa retraite en 2024. Et là, c'est la Chine, malheureusement, et pas l'Europe, qui a présenté la maquette de la future Station Spatiale Internationale. Alors c'est Tiaikong, ça s'appelle, je crois qu'on le dit comme ça en chinois, tout
tout à fait, et qui a vocation donc à remplacer en 2024 l'ISS. Et donc, bon, malheureusement, alors, les Européens vont un petit peu y contribuer, mais ce ne sera pas un truc 100% européen. Alors que je pense que là-dessus, je pense que l'Europe aurait pu, par exemple, justement, avoir un coup d'avance et dire, ah, on peut peut-être imaginer la future station internationale qui remplacera l'ISS à l'heure actuelle. Bon, on n'a pas été capable de le faire, et du coup, c'est la Chine qui le fait. Et donc, encore une fois, eh ben là, on va dépendre maintenant des Chinois dans ce secteur de la question de la sécurisation des infrastructures spatiales. Et la question, effectivement, des débris spatiaux est aussi importante, parce qu'effectivement, là, vous avez, par exemple, tout récemment SpaceX qui a obtenu l'autorisation d'envoyer 7000 satellites. Vous imaginez, ça veut dire que ça va recouvrir pratiquement toute la planète. Alors, ok, il y a des orbites différentes dans l'espace, mais à un moment donné, effectivement, ça va devenir compliqué. Donc, en Europe, alors là, c'est encore en cours d'élaboration, d'ailleurs, je ne sais plus trop où on en est là ces derniers temps, mais il y avait un projet qui avait été évoqué où, en gros, c'était un espèce de satellite avec un truc aspirateur pour pouvoir nettoyer, en tout cas, toutes les infrastructures satellitaires de l'Union européenne. Et là, c'était vraiment encore un état de discussion. Que l'Union européenne. Que l'Union européenne. Parce que les Américains, eux, ils ont déjà un système pour nettoyer les débris spatiaux qu'ils laissent dans le cadre de leurs opérations. Et les Chinois aussi sont en train de le faire de façon concrète. Donc nous, on est encore à l'état de discussion. Donc, à chaque fois, c'est vraiment dans les tuyaux. En dehors des débris de lanceurs, il y a aussi les satellites qui sont décommissionnés, qui ne savent plus. On a encore eu récemment la Chine qui a failli perdre, qui a même eu une station qui a C'est-à-dire qu'on a conçu nos programmes et nos politiques sans penser à, effectivement, mais on ne pensait pas aussi on allait avoir autant de lancements et autant de mise en orbite de satellites. Personne, ça allait très très vite. Et c'est vrai qu'on a été un peu pris de court et on s'est dit, oh là là, et d'ailleurs je vous invite à regarder l'image à la fin de cette réunion. Vous allez sur le site de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne, vous tapez sur Google carte et vous verrez, et vous l'avez en plus c'est intéressant parce que vous avez cette carte en temps réel. Vous voyez les satellites bouger en temps réel. Et vous verrez, c'est impressionnant, la Terre est complètement recouverte de satellites. C'est énorme. Vous en avez, je ne sais même plus combien on en a exactement, mais tout est recouvert. Et vous les voyez en train de bouger de façon, en temps réel. Et vous pouvez voir certains s'entretoucher parce qu'effectivement, on a conçu les choses de façon assez trop rapidement et on n'a pas pris en considération ces problématiques qui sont maintenant des problématiques d'avenir et sur lesquelles effectivement il faudra y répondre à l'avenir. Merci. Très bien, merci. Alors au niveau du temps, on est pile à l'heure. Je vous remercie énormément pour cette intervention, d'avoir une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à remercier aussi Alexis, qui est le responsable de la commission Sécurité Défense, qui est à l'initiative de cet événement. Alexis, quand il a intégré le bureau et qu'il a présenté son plan d'action, il avait mis dans ses priorités ce sujet, et c'est en effet une priorité. On va poursuivre les travaux sur le sujet de la politique spatiale européenne. L'objectif, c'est de rédiger un rapport à destination de think tank et d'industriels. Donc on va lancer un appel à contribution pour ce rapport. Les personnes qui sont intéressées pourront revenir vers nous. Je remercie chacun des participants qui étaient passionnés et qui visiblement connaissent le sujet. Et à très bientôt pour différents événements autour de la politique spatiale européenne. Merci à tous. Merci.